exercices qu'on va interdire parce qu'ils sont pas utiles, ils renforcent pas tellement et en plus en général ils sont plutôt nocifs. Des étirements de fin de séance après avoir passé plus de 45 minutes ou 50 minutes à courir et passer sur des étirements hyper costauds, maintenant ça se fait plus. Le truc important c'est de varier, c'est-à-dire que quand on n'est pas sur un sport et qu'on n'est pas obligé de faire que ce sport-là, c'est d'essayer de varier, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la course à pied, je leur conseille de limiter les sorties et de trouver autre chose. Quelqu'un qui fait que de la course à pied, de lui dire peut-être aller nager et de faire un peu de vélo, de varier. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Bonjour Paul-Emmanuel. Bonjour. Eh bien, si tu es d'accord, je vais commencer direct dans le vif, essayer de te présenter rapidement et puis tu me diras si c'est bon, après on commencera notre discussion. Alors, Paul-Emmanuel Jarjaille, tu es masseur, kinésithérapeute et ostéopathe, entre autres auprès de la Fédération française de ski. Je dis entre autres car tu es également PDG de Live Anatomy, une plateforme de soins, on en a parlé juste avant en off, donc digitalisée, commune pour le patient et ses professionnels de santé. Tu as été kinésithérapeute ostéopathe auprès de la Fédération française de tennis et notamment de Jo-Wilfried Tsonga. Tu as aussi travaillé auprès de la Fédération française de voile et auprès des danseurs dans la prestigieuse École nationale de danse de Marseille. Bref, un large panel de sports. Avant d'entrer dans le détail de ton expertise que tu peux apporter aux athlètes, comment on arrive à être kiné et ostéopathe dans le sport de haut niveau et pourquoi dans le sport? Est-ce que tu as eu un passif de sportif avant? Alors moi j'ai eu un passif de sportif, j'étais en sport-études handball à Lyon, à Jean Perrin, mais je n'étais pas du tout orienté sur la kiné. Forcément, je partais plutôt sur des études dans le sport. Et puis je me suis retrouvé un peu par hasard à passer les concours de kiné. Et j'avais presque jamais fait de soins de kinésithérapie quand j'étais en sport-études handball. Mais ouais, j'étais quand même plutôt orienté sport. Ok. Et comment tu t'es retrouvé du coup dans le sport de haut niveau? Comment t'es arrivé maintenant à être si proche de tous ces sportifs de haut niveau, on va dire? On a eu pas mal de chance sur notre promo. On avait une promo à Marseille, on s'est retrouvé une dizaine à travailler et pour la Fédé et pour le tennis. Ok. Moi, c'est un copain qui m'a présenté Grosbet, Fabien Bertrand, qui est maintenant le DT. Et
Et je l'ai rencontré sur le parking du McDonald's d'Albertville. Il m'a dit bon bah je t'embauche. C'était après les Jeux de 2017, de 2007. Après les Jeux de Turin, il m'a dit bon bah je te prends, viens avec nous chez les bosseurs. Et j'ai commencé à bosser comme ça pour la fédé de ski. Au hasard. Avant la fédé de voile, je bossais parce que mon cabinet est très près du pôle de voile de Marseille. Et je bossais beaucoup avec un médecin qui était le référent du pôle de voile à Marseille. Ok. Du coup, toi, tu t'étais pas du tout dit dans ta tête, je vais faire dans le sport de haut niveau au départ. T'as pas eu peur quand il t'a dit ça, viens, viens avec nous, tu vas faire du sport du sport de haut niveau maintenant? Non, c'était, je sortais en plus, je sortais pas de l'école. J'étais déjà en train de faire mon école d'ostéo après l'école de kiné, parce que je suis sorti en 2000 de kiné. Mais c'est vrai que j'avais touché au sport de haut niveau avec la voile à Marseille, je connaissais que ça, et je me suis aperçu que ça me plaisait quand même bien, et que l'activité en cabinet allait vite être un peu redondante pour moi. Ok. Et du coup, la clientèle de ton cabinet, là, elle est exclusivement sportive ou Oui. tu t'occupes aussi d'autres pathologies Alors, qui sont pas liées à la pratique je sportive? travaille aussi, alors peu maintenant, mais je travaille aussi en EHPAD, donc ça me permet de Ok. connaître un peu toutes les pathos. Ça, le travail en EHPAD, c'est plus pour le côté équipe, parce que le travail en équipe est quand même très très sympa, et c'est ce qu'on trouve aussi dans le sport. Et mine de rien, le fait de retravailler en clinique, dans des centres médicalisés, on a cet esprit d'équipe qui est quand même pas mal. Après, oui, on a un cabinet sur Marseille où on a beaucoup beaucoup de sportifs. On fait beaucoup de chirurgie du genou, beaucoup de chirurgie de l'épaule, et notre clientèle est pratiquement exclusivement une clientèle de sportifs. Ok. Tu dis le travail en équipe, c'est très très sympa parce que dans les fédés en général, t'es le seul kiné ou le seul ostéopathe, où il y a quand même un travail d'équipe Alors qui est là? sur la fédé de ski, l'avantage par rapport au tennis par exemple, c'est qu'on est plusieurs à intervenir. Donc on peut déjà se répartir les dates, et puis il y a un vrai travail d'équipe. Contrairement à des sports comme le tennis où souvent on est exclusif sur un joueur et le travail n'est pas du tout le même. Donc ça c'est assez agréable, et moi c'est que le travail en groupe me plaît beaucoup quand même. Ok. Justement, alors là, tu parles des différents sports, donc il y a déjà des différences. J'aimerais faire un état des lieux des différentes pratiques et ton Mhm. rôle dans les différents sports où tu as été. Est-ce que tu pratiques justement toujours, tu viens de me dire un peu, il y a un élément de réponse, mais toujours de la même façon, peu importe les disciplines? Est-ce qu'il y a des pathologies différentes selon les sports? Donc tu as fait danse, voile, tennis, ski de boss. Est-ce que tu as une approche différente ou chaque fois, on va dire, c'est la même approche quand tu as un athlète qui est là? Non, en effet, en fonction des sportifs, l'approche va être différente en fonction des sportifs. Sur des sports un peu individuels comme le tennis, c'est vrai qu'on est avec le joueur toute la journée. Donc il faut quand même aussi occuper le soin. Il y a des soins du matin, il y a des soins de l'après-midi, des soins d'après-match. On a le même joueur dans les mains toute la journée. Quand on fait un travail d'équipe et qu'on a une dizaine de coureurs, on n'a pas les mêmes soins, on n'a pas le même temps de soins, on est obligé de prioriser un petit peu au niveau des soins, c'est pas du tout le même travail. Et sur le ballet, on a tous les jeunes, donc l'école de danse, plus le ballet qui est avec les salariés du ballet, donc le travail n'est pas non plus le même sur ces différentes tranches d'âge. Ok. Et concrètement, alors, pour entrer un peu plus dans le détail, justement, je te parlais des pathologies. Tu vas avoir quoi comme pathologies différentes, des demandes spécifiques, alors dans le tennis d'un joueur ou le ski de boss, euh, comment on appelle ça? C'est pas des joueurs, mais Des coureurs, des nous, on coureurs, parle des voilà. coureurs, nous. Nous on parle des coureurs, les athlètes ou les coureurs. C'est sur les traumatismes ne sont pas les mêmes. Ok. C'est-à-dire qu'on a des traumatismes beaucoup plus violents, bon, on l'imagine bien dans le ski, ça c'est sûr. Sur le tennis, on a beaucoup plus des traumatismes un peu au long cours, c'est-à-dire les tendinites, les problèmes inflammatoires qui traînent. C'est rare d'avoir des traumatismes violents, de fractures, éventuellement une entorse de cheville, mais Ouais. sur ces sports-là, c'est quand même rare d'avoir plus grave. Après, on le sait, hein, dans le ski, ça va vite, il y a des chocs, et forcément, parfois, il peut y avoir des traumatismes beaucoup plus violents. Ok. Dans la danse aussi. Dans la danse, ils ont beaucoup de travail de portée et beaucoup de travail de saut. Et on s'aperçoit que retomber sur un parquet, mine de rien, c'est pas si C'est facile que violent. ça. Ouais, c'est assez violent. Ouais. Ouais. Donc ils ont aussi des traumatismes. Et eux, ils ont aussi beaucoup de traumatismes d'usure parce que c'est des sportifs de haut niveau. Et on s'aperçoit que la dose de travail, et les amplitudes musculaires, les amplitudes articulaires, c'est quand même très très traumatisant. Ouais, d'ailleurs, tout le monde a vu le film sur Black Swan où Voilà, où on le voit un voit. peu la violence Voilà. Du choc. C'est pas toujours ça, mais ouais, il y a
ils subissent quand même énormément de charges de travail. Ok. Nous, on le voit, hein, surtout qu'on les prend tôt, hein, parce qu'elles rentrent à l'école, les danseurs et les danseuses rentrent à l'école très très tôt de l'école de danse, et c'est comme la gymnastique, hein. C'est très traumatisant. C'est les sports les plus violents que tu as vu, ou il y a des sports encore plus traumatisants, on va dire, sur d'autres sports? Alors moi, j'ai jamais travaillé à part quand je pratiquais le handball, sur des gros sports de contact. Donc c'est vrai que j'ai très très peu travaillé sur du rugby ou des sports où il y a des contacts plus violents. Donc moi, à part sur le ski et sur la danse ou sur le tennis, c'est les principaux sports sur lesquels j'ai travaillé. Après, dans ma clientèle à Marseille, j'ai beaucoup de boxeurs, parce qu'on est à côté d'un club de boxe. Ouais. Donc on a des traumatismes classiques qu'on voit dans la boxe. Ouais. Donc, comme par exemple? Ouais, c'est surtout des traumatismes de poignet, des fractures au niveau des membres supérieurs, sur les avant-bras. Ok. Mais voilà, c'est pas, surtout qu'ils font boxe et boxe taille. Ok. Donc voilà, c'est des traumas. Mais moi, j'ai jamais travaillé sur des sports plus violents que ça, quoi. Et du coup, tu as un aspect psychologique, on va dire aussi, ou pas à gérer, parce que justement, quand tu dis c'est des sports violents, donc où tu peux avoir des chocs, des blessures, jusqu'à la blessure, on va dire. Et est-ce que tu as un aspect un peu trauma et psycho qui rentre en jeu, toi, même s'il y a il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans? Ouais, il y a des personnes qui sont là pour accompagner, mais nous, c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps en général dans le soin, donc Ouais. avec les athlètes. Et oui, le travail, toute la discussion avec l'athlète est hyper importante. On peut pas faire un soin sans parler à l'athlète. On veut pas lui dire, bon, ça va aller, je fais mon soin, et puis ça s'arrête là. Non, il y a un vrai travail, même en cabinet, hein. Même pas simplement avec l'équipe de France de ski, et même en cabinet avec des sportifs qui sont des sportifs qui n'ont pas un niveau international, mais qui quand même pratiquent un sport haut niveau. Il y a toujours un aspect psychologique à évoquer, hein. Et Ouais. surtout être à l'écoute. C'est ce qui est le plus compliqué. Il faut faire le soin et être à l'écoute en même temps. Ouais, on en parlera tout à l'heure justement de cette relation proche. Je voulais juste reparler des pathologies, parce que juste j'ai enregistré cette semaine un épisode avec, c'est pas sûr que tu connaisses, parce que c'est des sports dont tu t'occupes peu ou pas, peut-être, Myriam et Jackie Bossé, qui sont champions du monde de raid aventure, donc en plus c'est pas un sport olympique. Donc ils courent eux, alors ils ont complètement changé leur méthode de course, ils avaient des pathologies aux genoux, chevilles, la course aussi ça peut être assez violent. Ouais, très. Et ils courent avec des semelles plates. Alors ça m'a assez impressionné. Au départ, ils ont couru avec des sandales, même. Ils ont commencé à courir avec des sandales, des semelles plates. Et ils m'ont dit l'idée, c'était donc l'idée générale, c'est de redonner au corps, en gros, sa flexibilité, sa mobilité, des choses comme Alors ça. ça se fait beaucoup au niveau de la course. Alors, sur Marseille, on travaille pas mal avec un club de triathlon qui est Sardine, c'est un gros club national. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on les voit courir avec des chaussures pratiquement sans semelle, en fait. Où c'est des chaussures un peu chaussettes, à courir énormément sur l'avant-pied. Et la course à pied a énormément évolué depuis quelques temps. Okay. Moi, je vois, hein, quand je cours encore sur le talon, en tapant dans le dos comme tout le monde. Ouais, Et après, maintenant, on s'aperçoit qu'il court énormément sur l'avant-pied, avec beaucoup d'amortis de l'avant-pied. C'est pas du tout le même type de course. Et c'est pas facile à mettre en place. Ouais. Quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas évident à mettre en place. Et tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses pas que ces amortis qu'on met de plus en plus dans les chaussures, moi de plus en plus j'achète des chaussures, moi j'aime bien courir. L'idée, c'est de toujours se dire, je vais amortir, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'essayer de ralentir en fait cette pulsion de mettre de plus en plus d'amortis pour se faire Et moins mal, d'essayer d'être plus sur l'avant-pied. Ouais. Moi, je cours pas assez au niveau de ma pratique pour vraiment sentir la différence. Surtout ça demande quand même un entraînement de changer son mode de course. Mais en effet, c'est moins traumatisant. Okay. Après, on s'aperçoit que le traumatisme n'est pas le même. Il y a moins de traumatisme de choc. Par contre, on n'a plus de traumatisme tendineux. Parce que du coup, on est beaucoup plus en suspension sur le tendon. Et ils ont plus tendance à déclencher des tendinites. Okay. Mais ça veut dire qu'aussi, quand ils apprennent à courir comme ça, ils apprennent à s'étirer, ils apprennent à se mobiliser les pieds, ils font énormément de stretching. Et ça va avec l'entraînement. Ok. Alors j'en parlais tout à l'heure, c'est justement, tu disais cette relation, il y avait une relation forte aussi avec le sportif où tu pratiquais avec. Je sais plus quel kiné, j'avais entendu ça ou lu ça d'une équipe de France qui disait qu'un kiné c'est aussi le coffre-fort de tous les secrets des athlètes. C'est ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces sportifs et sportifs ils partagent beaucoup avec toi? Est-ce qu'ils te partagent des choses en sachant que tu vas les garder pour toi et que tu vas être comme un confident, quoi? Ouais, ils partagent des choses en sachant qu'il y a certaines choses que tu vas garder. D'ailleurs, ils te le disent, ça tu le gardes, parce qu'ils savent très bien aussi que, on le voit, alors ça c'est des anecdotes avec Ludo, on en a plein comme ça.
où on sait très bien que pendant le soin, l'athlète, sur certains sujets, il va passer par la séance pour essayer de faire passer un message à l'entraîneur. Et il sait très bien les messages, voilà, ce qui a envie d'être dit, répété et pas répété. Ok. Donc là, c'est souvent le jeu de l'équipe entre les coachs derrière. Et ça, c'est un vrai plaisir après de débriefer ensemble parce que ça, entre coachs, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que oui, ils se confient pendant les soins. Mais c'est aussi. Puis après, c'est à nous de savoir ce qui doit rester dans la confidence et ce qui a été aussi dit pour attirer un peu l'attention et l'oreille de l'ensemble de l'équipe. Ouais. Quand je parle de l'ensemble de l'équipe, de l'ensemble des coachs. Ouais, justement, tu dis, il y a certains athlètes, et est-ce que ça va dans l'autre sens aussi? Il y a certains athlètes qui profitent des soins ouais, du kiné. Ça va dans les deux sens. Est-ce que tu es un peu le tampon du coup entre le staff et Ouais, l'athlète? on a un peu ce rôle-là, ouais. Ouais, Mais c'est ce qui est aussi agréable, hein. On n'a pas forcément toujours un prep mental ou un psy. Les coureurs n'ont pas toujours quelqu'un à dispo dans l'équipe. En général, ils sont pas là 24/24. Et puis, sur le temps du soin, c'est un temps on a le temps. On a le temps pendant le soin. Même si c'est ouais. un soin qui va durer 20-25 minutes, on a le temps de parler. Donc, moi, j'envisage pas un soin sans parler à l'athlète. Et d'ailleurs, pareil en cabinet, hein, c'est difficile de faire un soin en étant arrivé sur une télé Ouais, bien sûr. Ouais. ou en pensant pas à ce qu'on est en train de faire, ou en ne discutant pas avec l'athlète ou avec Ok. le patient. Et tu sens des déblocages, justement, le fait qu'il. Est-ce que tu penses qu'il y a un rôle qui est hyper lié entre l'ostéopathie, le kiné et le côté psychologique et le fait de partager aussi ça. Alors je sais pas dans quel cadre tu peux le sentir, mais toi, parce que tu palpes vraiment, je veux dire, les Ouais, coureurs, les personnes, bah, est-ce que tu sens qu'il y a une décontraction, quelque chose qui se passe quand il s'agit? ouais, il y a un laisser-aller. Puis au fur et à mesure, avec les années, on développe un ressenti du corps de l'autre qui est quand même pas le même. Je pense, moi, quand j'ai commencé à bosser dans les années 2000, je pense que j'étais pas du tout capable de ressentir les mêmes choses sur un patient lambda ou un patient de sportif de haut niveau que maintenant. Ouais. On sent bien qu'au fur et à mesure, on le sent aussi sur une situation où il y a un malaise aussi, par exemple. Un coureur ou un patient qui est pas bien, mais qui est pas bien aussi parce qu'il se sent mal peut-être. Et du coup, le soin va pas être bien déjà, le soin va être moins efficace peut-être, je pense. Et surtout, on sent qu'il y a une gêne. Et ça, on le sent aussi bien dans le soin que dans la discussion. C'est Ouais. difficile à expliquer, mais ce fit-là, ouais, c'est assez intéressant, hein. Le côté vraiment entre le corps, ce qu'on va ressentir sous les mains et ce qu'on va ressentir à la voix, à la parole du patient, c'est quelque chose qui va vraiment ensemble, je trouve. Et alors tu vois, c'est intéressant, j'en parlais, je sais plus, avec Gilles Roca, je crois, qui est entraîneur de Johan Diniz, qui me disait sur le podcast, donc c'est un des premiers épisodes, et Mmh. qui me disait qu'il y avait vraiment, lui, avec plusieurs athlètes qu'il a entraînés, il y avait une relation à avoir avec des deux côtés, il fallait que les deux s'acceptent, quoi. Déjà. Et toi, est-ce que tu as t'as la même chose avec les coureurs ou athlètes que tu as eu ou danseurs? Et est-ce qu'il y a vraiment une relation qui doit se créer? Et il y a des athlètes où tu dis, bah, je vais aller voir un collègue et lui proposer un autre collègue kiné parce que moi, j'ai pas une relation qui passe, qui est fluide. Du coup, vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est déjà arrivé d'être un peu bloqué à ce niveau-là, tu Ouais, vois? ouais, alors très rarement. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir de gros problèmes de contact avec, même en cabinet, je crois que ça m'est arrivé, en 22 ans, là, ça m'est arrivé 2 fois de dire à quelqu'un, pas méchamment, mais je pense que ça va pas aller. Ouais, Je pense que ça va ça pas peut le le faire. faire, ouais. Je crois que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Avec des athlètes, jamais. Après, on sent qu'il y a des athlètes avec qui il y aura pas trop de contact, hein. On va pas créer Une un amitié, lien, une amitié, voilà, ça va être du soin, ils sont un peu distants, mais c'est souvent des athlètes qui ont tendance à être distants en général avec les coachs aussi, quoi. ouais, Mais jamais vraiment, une grosse gêne en disant: «Là, ça va pas, écoute, on arrête. on arrête». Ouais, Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois en se ouais. disant: «Là, écoute, on se sent pas, on va pas continuer à se mentir, tu pas à l'aise, ben, on passe à autre chose». Et tu des Mais ça peut sports arriver, hein. et tu des sports qui sont plus, alors c'est moche de dire ça, je vais pas dire ça parce que c'est pas ça doit pas être, le cas, c'est pas fun ou pas fun, mais tu as des sports où le contact, il est plus simple qu'avec d'autres sports. J'imagine là, tu me parlais, en off, des relations qui sont hyper proches avec, la relation avec la fédération de ski et le ski de boss, notamment Oui, et tu vois? il y a des, forcément, il y a une différence entre les sports, hein. Moi, je l'ai vu, sur la période dans le tennis où, en fait, c'est pas une question de se professionnaliser, je pense qu'il y a aussi un rapport à l'argent qui est présent partout.
et qui fait que mine de rien, il y a une grosse pression en fait. Ouais. Sur le tennis, il y a une grosse pression pour jouer. Il faut jouer, les mecs jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois, c'est vrai que c'est un sport individuel, il y a une grosse pression sur le fait de toujours être présent pour jouer, même si c'est pour jouer 1 ou 2 jours, mais il faut aller faire les deux premières journées. Et c'est pas le même rapport. Et pourtant, moi, je l'ai vu avec la fédé de ski, avec surtout la partie boss. Et puis aussi, j'ai passé pas mal de temps avec toute la partie halfpipe, Oui. où ils se sont énormément professionnalisés. Alors, c'était des sportifs de haut niveau, mais là maintenant ils sont hyper pro, hyper pro dans leur préparation, hyper pro dans tout ce qu'ils vont faire, dans leur recherche de sponsors. Ça s'est vraiment professionnalisé. Ouais. Mais mine de rien, le contact est plus facile parce Parce qu'ils savent par où ils sont passés aussi, peut-être. Ils savent aussi, voilà. Ouais. Ils savent ce qu'il y a derrière, ils savent tout ce qu'il a fallu faire, et je trouve le rapport est plus facile. Ouais. On le sent, d'ailleurs, comme je t'en disais aussi avant, avec Ludovic Didier, l'échange que j'avais eu avec lui, on sent que oui, ce staff augmente et qu'il recherche toujours aussi d'augmenter ce staff, professionnaliser de plus en plus ce sport qui est magnifique. Et c'est une vraie difficulté pour lui, hein. Ouais. Trouver des kinés, des ostéos, des cuisiniers, même il me parlait de il y a une période, ça se trouve, il y a des équipes qui le font aussi, hein. Lui, c'est vrai qu'il aimerait bien le faire parce que nous, c'est des fédés, avec des petits budgets, hein, les bosseurs, donc ils n'ont pas un budget non plus énorme. Ouais. Donc du coup, tu es obligé quand même on est souvent en appart, on se fait la bouffe. C'est pour ça que dans la fédé de boss, il y a un vrai esprit de famille. Parce que tu passes ta vie en appartement ensemble, toutes les périodes d'entraînement quand t'es pas en Coupe du Monde, tu vis avec les coureurs, hein. Tu manges avec les coureurs, tu cuisines avec les coureurs, et ça a un côté que il n'y a pas beaucoup de sports où on peut trouver ça. Oui. Ça, c'est très sympa. J'imagine. Et c'est très difficile de s'en détacher quand on arrête. Ouais. Moi, j'ai arrêté le tennis, ça m'a manqué pendant quelques mois en me disant c'était sympa, parce que j'avais 2 de mes meilleurs potes qui bossaient aussi avec des joueurs français et un étranger. Mais tu oublies vite en fait, tu passes vite à autre chose. Alors que je m'aperçois que le ski, mine de rien, je suis toujours revenu parce qu'il y a quand même quelque chose. Il y a cette ambiance un peu team qui met en place, quoi. Ouais. Ça, c'est très agréable. Ouais, et c'est sans doute aussi le cas dans les autres sports d'équipe, hein. Oui, complètement. Et puis comme tu dis, ce sport, c'est un sport qui se professionnalise de plus en plus, mais qui l'a pas été. Du coup, ils ont été très famille avant, et ils l'ont gardé cet esprit. C'est très intéressant. Ouais. Alors justement, tu vois évoluer des grands du ski de boss, notamment Perrine Lafont ou encore Benjamin Cavet, depuis plus de 5 ans maintenant. Je rappelle Perrine qui a maintenant tout gagné en termes de titres possibles cette année en ski de boss, qui lui manquait, je crois, un titre pour avoir tout gagné. Là, donc, voilà, c'est sa première du général en 2021. Benjamin Cavet des Coupes du Monde et 2 fois deuxième du général, je crois, mondial. Comment tu vois l'évolution des performances des athlètes et comment le kiné et l'ostéo, ils peuvent aider concrètement dans le détail, comment ils peuvent aider dans l'accès à telle performance? Tu vois à quel point toi tu vas avoir le petit truc, le maillon, la petite graine qui va faire que ça va encore booster, parce qu'on sait qu'une performance, c'est plein de petites choses qui vont faire qu'un athlète va être bon. Le gros du boulot, c'est au départ le boulot qui se met en place en général en début de saison sur le travail alors moi je suis pas toujours avec le groupe, il y a d'autres kinés qui interviennent, mais ce travail de prep physique au départ, en début de saison, est hyper important. Parce que là, on est vraiment on va soigner ceux qui arrivent avec des blessures redondantes, même après la période de repos, par exemple, du mois de mars, où ils sont un peu en repos, puis après, tout de suite, ils rattaquent. Il faut pas se dire que le ski, c'est saisonnier, hein. Ils arrêtent mi-mars, un mois après, ils ont déjà commencé à se repréparer pour la saison d'après. Donc, ils ont une petite pause. Le gros du travail, il y a toute cette prévention-là qui est très importante. C'est-à-dire que il faut vraiment que pour les nouveaux arrivants, ceux qui sont déjà là vont leur apprendre aussi, ils ont leur routine d'échauffement, ils ont leur routine d'étirement tous les jours après les entraînements. Et nous, on est là aussi pour vraiment qu'ils connaissent bien leur corps, qu'ils connaissent bien les échauffements, qu'ils connaissent bien les étirements. Donc là, il y a un gros boulot de prévention. Il y a la prévention et puis il y a aussi tout le soin sur la blessure. Et c'est vrai que le gros du travail et l'ostéopathie, ça joue énormément là-dessus. L'ostéopathie, normalement, c'est pas réparer quand c'est déjà trop tard. C'est d'essayer de prévenir le plus possible. Ouais. Tout le travail d'ostéo, c'est énormément ça. Et comment tu l'as vu évoluer justement
l'état de leur corps, de Perrine en particulier ou des skieurs de boss, Benjamin aussi en général. Est-ce qu'il y a de plus en plus de traumatismes pardon, avec les saisons qui s'enchaînent ou pas forcément Non, pas forcément. Et on s'aperçoit que là, le travail du prep physique est hyper important. Et tout le travail de prévention dont je parlais, parce qu'on avait quand même plus de blessures au tout début. On avait plus de coureurs aussi, hein. Quand j'ai commencé en 2008, après les Jeux de Turin, on est arrivé, il y a eu la blessure de Sandra Laura, il y avait d'autres blessures aussi sur le ski cross. On a vu quand même, on avait des grosses blessures. Ça marque un peu ça quand vous arrivez sur un circuit, vous connaissez pas trop le sport du haut niveau, ça fait 4-5 ans que vous bossez dans la voile et vous vous retrouvez avec des traumatismes comme ça. Après, ça peut toujours arriver. Mais ils ont pas, ils ont des traumatismes de genoux, mais il n'y a pas de gros traumas là dernièrement. Et je pense que tout ce boulot de prévention est très important là-dessus. Et après, on voit qu'ils sont professionnalisés, parce qu'on voit que les corps ont changé, on voit que musculairement, c'est plus les mêmes athlètes. En 2010, on avait un groupe, c'était Walou Walou, hein, c'était assez rigolo, hein. Mais bon, moi je suis arrivé dans ce groupe-là, c'était dingue. Ouais. D'ailleurs, même eux en parlent maintenant, hein, quand on parle avec d'anciens athlètes du groupe à l'époque, avant Guilbeault. Ludo était aussi dans ce groupe, hein, parce que moi j'ai eu Ludo en tant que coureur au départ. C'est drôle. Ouais. Quand je suis arrivé, il était coureur à l'époque. Et ils avaient un groupe qui était assez rigolo, hein, c'était funky, hein. C'était très très drôle. On a passé quelques années et là ils sont hyper professionnalisés. Maintenant on le voit, tout ce qu'ils mettent en place, tous, c'est pro quoi. Ouais. Et résultat, ils se blessent quand même moins. Ouais, et puis ça se voit. Et du coup, tu vois des fois, tu vois des athlètes, toi, qui quand tu arrives dans des fédés, alors pas le ski de boss du coup, mais ou peut-être quand tu es arrivé dans le ski de boss, mais qui sont déjà blessés, fracassés, et où ça va être difficile de faire quelque chose, où il y a toujours, on va dire, il y a toujours espoir dans l'ostéopathie et la kiné, et il y a toujours moyen de, quand c'est plus de la prévention, mais du coup c'est de l'après, est-ce qu'il y a moyen de réparer quand même? Oui, il y a toujours, il y a moyen de réparer. Après, il y a des pathologies qui se réparent pas, hein, sur les gros problèmes de rachis. On sait que ça peut être dangereux et que là, on peut pas toujours tout réparer. En revanche, à leur âge, toutes ces pathologies de tendons, ces pathologies aussi un peu de fatigue, on peut vraiment arriver à les soigner. Il faut les prendre tôt. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec eux dans le staff médical et qu'il faut être à l'écoute. Parce que du coup, il y a une expression dans le tennis où on dit toujours ça siffle un peu, quoi. Et quand un joueur arrive en disant ouais ça siffle un peu là, c'est qu'il commence à sentir une petite pointe quelque part, mais qui est un peu diffuse, qui va le gêner. Et c'est une expression là qu'on avait tout le temps. J'ai le tendon qui siffle un peu là aujourd'hui, je comprends pas quoi. Parce que on a tapé 3 heures et qu'il n'y avait pas de match particulier. Et c'est là en fait où il faut être attentif. Et oui, on arrive toujours à les soigner. Après, ils ont quand même des corps qui souffrent, hein. Quand on commence à avoir autant de bosses dans les genoux que Perrine, Ben ou tout le reste de l'équipe, forcément, je pense que n'importe qui pourrait avoir des douleurs. Ouais. Et dans le détail, si tu avais des exercices ou des choses que tu leur faisais faire justement pour prévenir ces chocs hyper traumatisants pour le ski de boss, qu'est-ce que c'est que tu leur fais faire en fait pour prévenir ces chocs hyper... Ces chocs-là, ouais. le gros travail sur la préparation musculaire, c'est tout ce qui est pliométrie. C'est là où vraiment on travaille énormément la qualité musculaire. Et on s'est aperçu, moi j'ai vu évoluer depuis les années 2000, par exemple sur les étirements, la pratique des étirements, comme moi je l'ai appris, ou comme on me la faisait faire moi, en sport-études, je ferais ça en fédé maintenant, mais on se ferait virer. C'est-à-dire que ce que moi on me faisait faire en handball, au niveau du renforcement musculaire, au niveau des abdominaux, c'est des choses qui maintenant sont inconcevables. On travaille que du gainage profond, les abdominaux, les pieds coincés sous le radiateur, maintenant ça se fait plus quoi. Il y a énormément de choses qui ont évolué comme ça. Le travail musculaire en pliométrie, ce que je disais tout à l'heure sur la qualité musculaire extensible du muscle et des tendons, ça c'est hyper important. Et toute la partie stretching, c'est-à-dire ce qu'on appelle des contractures lâchées, ça c'est quelque chose dont on s'est aperçu que c'était une prévention des déchirures musculaires, des tendinites qui était hyper importante. Donc il y a beaucoup de techniques qui ont évolué et énormément aussi, moi, depuis que je pratique. Je le vois au fur et à mesure que on dit bon voilà, cette technique-là, on va arrêter ces techniques-là, c'est trop traumatisant, on va changer de technique. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, avec les études de physio qui sont faites, on arrive à des préventions qui sont de plus en plus efficaces. Ouais. Et du coup, si je veux simplifier le truc, c'est en gros c'est plus en profondeur et moins dans
dans l'aspect musculation en tout cas, moins dans la force brute, même si j'imagine qu'il y a toujours des exercices de, comme tu dis, Ouais, c'est plus justement. progressif. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, sur de la prépa musculaire, ils vont avoir une progression plus douce. Et puis, surtout, toujours ce travail de penser à travailler les phases, ce qu'on appelle, alors c'était un peu technique, mais les phases de concentrique, de statique, d'excentrique, pour travailler toutes les fibres du muscle. Et, euh, et même maintenant dans la rééducation, par exemple, nous on travaille énormément avec des rééducations du genou à Marseille, parce qu'on travaille pratiquement qu'avec la clinique Juge, donc on a des dizaines de genoux en rééducation. Et c'est vrai que cette rééducation qu'on faisait énormément avant, à travailler en force, en squat, en reprise d'appui, même même dans le rugby, ça se fait de moins en moins. Ouais. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des charges plus légères, mais par exemple on va utiliser des machines telles que les Compex pour remplacer la perte de charge sur les épaules, sur la cuisse. Et le résultat, c'est-à-dire qu'on économise le dos, les épaules, on économise toutes les articulations. Il y a énormément de techniques qui ont évolué comme ça. Pour se dire, mais c'est pas la peine de. Ils ont déjà plein de traumas pendant les entraînements et pendant les courses. Pourquoi rajouter du trauma sur la partie qui est censée être une partie de préparation? Donc les grosses charges musculaires, les grosses charges de musculation, ça maintenant, ça devient de plus en plus sur des périodes très très courtes maintenant, pour essayer d'économiser justement le coureur. Ouais. Ouais, et comme tu dis, en fait, travailler finalement plus dans, je sais pas si c'est les bons mots que j'utilise, mais de façon Ouais, plus spécifique, et puis ouais. d'essayer d'économiser au maximum. Hein. Ouais. Le but, c'est qu'ils aient une carrière longue et puis qu'ils soient pas complètement fracassés en fin de carrière. Il faut quand même aussi dire que c'est pas, voilà, ça va pas durer juste 10 ans, puis après on arrête tout, puis c'est pas grave si, s'il a des mal tous les matins en se levant. Ouais, bien sûr. Et tu conseilles à l'inverse, des exercices que tu conseilles plus, que tu dis de ne plus faire à des athlètes pour leur santé physique. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseilles de plus faire, en fait, ou même des habitudes de la vie, même pas des exercices physiques, mais des habitudes de plus faire ou de... Oui, ça arrive souvent et c'est très difficile à faire passer. Alors pour tout le monde, hein, même dans le cadre du cabinet où c'est vrai que là moi j'ai quand même beaucoup de triathlètes au cabinet. Ouais. Et c'est vrai que quand on leur explique que la course à pied c'est le pire qui existe au monde, c'est compliqué à leur faire passer comme message, quoi. Leur dire il faudrait peut-être changer de type d'entraînement et avoir une sortie longue tous les 15 jours et puis toutes les semaines, parce que oui, en effet, on s'aperçoit que sur certains sports la répétition des traumatismes comme ça, c'est hyper mauvais. Et moi, ce que je disais par exemple sur les abdos, c'est que le renforcement abdominal, comme je l'avais appris dans la partie de mes études de kiné du sport, ça se fait plus beaucoup, ça se fait plus du tout même. On parle que de gainage, il y a des exercices qu'on va interdire parce qu'ils sont pas utiles, ils renforcent pas tellement et en plus en général ils sont plutôt nocifs. Par exemple, si tu avais un exercice que toi tu sais en tête, par exemple, que tu déconseilles qui est nocif. Les renforcements, par exemple, on voit les abdos, hein, ce que je disais tout à l'heure, les renforcements d'abdominaux Tenus avec les pieds. tenus avec le pied où on va faire des grandes amplitudes, on sait que ça bousille la chaîne lombaire, quoi. Ouais. Alors qu'on peut faire du crunch avec des toutes petites amplitudes en respectant bien la respiration sans se faire mal. Le squat hyper chargé, on sait que le squat hyper chargé, c'est mauvais pour les lombaires, c'est mauvais pour les sacroiliacs, c'est mauvais pour les genoux. Il n'y a pas d'intérêt. À part vraiment sur des périodes très très courtes pour travailler un truc spécifique. Donc là, il y a tellement d'exemples comme ça d'exercices et on en parle beaucoup maintenant, c'est devenu assez à la mode parce que tout le monde se met à courir sur les étirements. Des étirements de fin de séance après avoir passé plus de 45 minutes ou 50 minutes à courir et passer sur des étirements hyper costauds, maintenant ça se fait plus. On sait qu'on crée des lésions au niveau des tissus, on sait qu'on va créer des saignements. Donc l'étirement, c'est soit à distance de l'entraînement, soit après l'échauffement, et puis après, sinon, c'est que de l'étirement très très doux. Ouais. Sinon, on attend pour s'étirer. L'étirement. Ça se fait plutôt à froid, du coup, tu dis l'étirement, du coup. Ouais, un petit échauffement et des étirements. D'accord. Mais par contre, une grosse sortie longue, par exemple en course, nous, les athlètes, on leur dit, après, pas d'étirement, quoi. Ouais. Vous allez prendre des acides aminés, vous allez vous hydrater, et puis vous faites des postures. Ce qu'on appelle des postures, c'est des étirements plutôt doux. Mais l'étirement qu'on voit classiquement, je viens de courir et je mets la jambe sur un muret et je commence à faire des petits à-coups pour me pencher. Ouais. Alors ça, c'est le truc, mais c'est interdit, quoi. Ouais. Et comment t'expliques que justement il y a une époque où c'était beaucoup fait
et que maintenant c'est plus du tout fait. Il y a eu énormément d'études faites là sur la qualité musculaire, sur vraiment de la recherche. Avant, c'est vrai qu'en kiné, il n'y avait pas énormément de recherche. Maintenant, on le voit nous à Marseille, parce qu'on a travaillé justement sur la boîte dont on parlait tout à l'heure. On travaille aussi avec des mecs qui font de l'étude physiologique. Et il y a plein d'études qui sont faites maintenant qui n'étaient pas faites avant. On n'avait pas ce retour-là. En université, sur Lumini, sur Lumini, ils ont créé un centre sur le mouvement, où là maintenant il y a une étude du mouvement, une étude de la course. Nous, on n'avait pas ça. Hein. Moi, pendant mes études de kiné, j'ai rarement entendu parler de ça, quoi. Maintenant, il y a même des kinés qui se mettent à faire des protocoles de recherche avec des chercheurs. Ça a énormément évolué maintenant depuis une quinzaine d'années, 15-20 ans, quoi. Oui. Le seul truc qui est encore un peu subjectif, c'est sur l'ostéopathie. Sur la kiné, il y a beaucoup de recherches qui est effectuée. Sur l'ostéopathie, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de choses en ostéo qui c'est un peu subjectif. Hein. C'est beaucoup du toucher, c'est beaucoup du palper. Ressenti. L'ostéo, c'est plus compliqué de vraiment avoir des. On commence, hein, moi là sur l'école d'Aix-en-Provence d'ostéo, ils ont essayé de mettre un protocole de recherche justement, par exemple sur une lésion discale particulière, et on essaye avec les scanners de voir ce que peut apporter l'ostéo pour vraiment arriver. Parce que l'ostéo, il n'y a pas de prof scientifique. C'est ce qu'on reproche à l'ostéopathie. Hein. Et c'est pour ça que. Il y a un soulagement, mais les profs scientifiques, pour l'instant, il n'y a pas d'études, il y a très peu de parutions, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est peut-être pas encore remboursé totalement et les gens hésitent. C'est pour ça que, ouais. Et quand ça sera prouvé scientifiquement, c'est trop subjectif pour l'instant pour que ça puisse être remboursé par la Sécu. Ouais. Parce que les profs scientifiques sont pas là. Alors que sur la plupart des techniques de kiné, maintenant, oui, il y a eu des études scientifiques, il y a des publications, on sait ce qui marche pas. Par exemple, c'est pas dans le cadre du sport, mais dans le traitement de la kiné respiratoire, ce qu'on nous a appris, nous, en kiné respiratoire à l'école, je fais ça maintenant, mais c'est plus possible, quoi. Ouais. Le clapping, toutes ces techniques-là, maintenant, c'est plus du tout ça. Ça a évolué parce qu'il y a eu des études pulmonaires, il y a eu des études sur avant, après les soins de kiné, sur une centaine de patients, et qu'on s'est aperçu que c'était pas les bonnes techniques. Donc ouais, mais c'est bien parce que la preuve, c'est que c'est un métier quand même qui est vivant et où il y a quand même des adaptations des techniques régulières. Quoi. Ouais, complètement. C'est hyper bien. Et ça rentre jamais en conflit, toi, dans ton rôle là, on va en parler de staff, mais ça rentre jamais en conflit avec des préparateurs physiques, parce qu'il y a souvent des préparateurs physiques qui sont spécialisés dans la préparation physique. Est-ce qu'il y a des choses qui rentrent en physique, en général, vous êtes dans le même... Ouais, c'est très complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. Moi, j'ai jamais eu de problème avec des prép physiques qui venaient marcher un peu sur le côté vraiment du médical, et moi, dans tous les cas, au niveau de la prép physique, c'est pareil, quoi. Donc moi je trouve que c'est très complémentaire. Et ça même dans le tennis c'était pareil, quoi. Quand le prep physique était pas là tout le temps, parce que souvent toute l'équipe se déplace pas avec le joueur, le kiné est tout le temps là, l'entraîneur arrive souvent plutôt avant les matchs, mais il est pas là toutes les semaines. Le prep physique te donne son programme, il parle avec toi, puis c'est toi qui va lui faire son programme. Ouais. Ça se faisait beaucoup. Et moi c'est vrai qu'avec Rémi qui est le prep physique, en général il nous indique un petit peu ce qu'il faut leur faire, il leur donne un programme, c'est assez carré, il leur envoie leur programme par mail. Donc non, il n'y a pas de conflit entre les deux activités, qui sont vraiment complémentaires dans le sport du haut niveau. Et du coup, à quel moment il faut, en tant que... Alors personne, mais même en tant qu'athlète, mais même en tant que moi qui suis pas un athlète de haut niveau, mais à quel moment on va voir un kiné, à quel moment on va voir un préparateur physique, tu vois, où est la limite? Parce que moi je suis allé déjà faire des séances de kiné quand je m'étais blessé, mais est-ce qu'il fallait voir un kiné avant? Parce que là quand tu parles pour les athlètes de haut niveau, toi tu fais des séances avant la blessure, parce que pour les préparer. Ouais. Est-ce qu'en tant que personne qui n'est pas sportive de haut niveau, il faut aller voir en tant qu'amateur, voilà, je cherchais le mot, il faut aller voir un kiné avant? Est-ce que ça vaut le coup, justement pour prévenir des blessures? Alors moi c'est vrai que sur le sport amateur, souvent je conseille de voir déjà peut-être une fois par an un ostéo qui est un peu dans le sport, qui va aller détecter des douleurs qui sont même un petit peu à bas bruit, ce qu'on appelle ça à bas bruit, c'est-à-dire des douleurs qui vont ressortir à la palpation ou après 2-3 jours d'entraînement où ce week-end j'étais tranquille, j'ai pu m'entraîner un peu plus, c'est ressorti puis c'est passé. Donc ça vaut le coup de faire. Ça c'est la prévention. Et le boulot de l'ostéopathe, c'est vraiment aussi de faire de la prévention. C'est pas juste de faire du soin
du soin ou de débloquer quelque chose. Il y a vraiment tout ce travail de prévention dont on parlait tout à l'heure qui est hyper important. La partie kiné, c'est un peu différent, parce que la partie kiné, vraiment, est soumise à prescription médicale. Mhm. Donc du coup, il y a un médecin qui a diagnostiqué quelque chose et qui nous dit, vous allez faire ça. D'accord. Alors maintenant, de moins en moins, c'est-à-dire que la Sécu, maintenant, sur 2 types de pathologies, par exemple, c'est nouveau, les lombalgies aiguës et les entorses de cheville, on passe plus par le médecin. On prend en charge directement, nous, en cabinet. Ok, Ça bon à arrive. savoir. C'est une vraie reconnaissance du métier de kiné, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire tant de soins sur une partie aiguë. Si au bout des temps de soins ça va pas, on envoie chez le médecin. Donc là, il y a deux types de pathos depuis cette année, l'année dernière maintenant, où on peut prendre ce qu'on appelle en première intention. Donc c'est une vraie reconnaissance du métier. Ok. Et justement sur des pathologies comme tu dis, lombalgie ou entorse ou des choses comme ça, je vois, moi je suis, alors tu vas me dire si t'aimes bien ou t'aimes pas, c'est chacun, mais je suis des fois un kiné sur Insta que beaucoup connaissent dans le milieu amateur ou professionnel, c'est Major Movement, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois, ouais. Ouais, et qui préconise du coup en gros de rester dans le mouvement finalement, Toujours. toujours. Est-ce que toi aussi c'est pareil? Est-ce que dans justement ces entorses ou lombalgie où on a des problèmes comme ça, on a des traumatismes, est-ce que tu conseilles toujours de garder un mouvement et de pas prendre Ouais, de... moi je pense que, et on le voit faire c'est de tous les âges, hein, jusqu'à l'arthrose, c'est toujours le mouvement. À part quand il y a, bah oui, il y a une fracture où là il faut respecter une période de repos parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on va pas aller, on va pas faire aller augmenter les surfaces de glissement sur un endroit qui a été traumatisé. Il faut savoir s'arrêter, mais l'immobilité doit jamais durer très longtemps. C'est-à-dire que voilà, sur des gros problèmes de tendinite, il faut savoir calmer le jeu pendant 10-15 jours quand vraiment on est en soins. Et ça, c'est difficile à faire passer souvent, même à l'amateur, hein, qui arrive avec une tendinite et puis qui se dit je peux quand même recommencer dans 48 heures. Non, non, là, on va le traiter, on va peut-être faire des ondes de choc dessus, mais il faut savoir s'arrêter. Mais oui, toute la partie rééducation, c'est du mouvement. D'ailleurs, maintenant, on parle beaucoup plus de rééducation que de massage rééducation, parce que la plupart du temps, c'est donner des exercices, corriger le patient. Ils apprennent énormément ça maintenant à l'école. Donc ouais, le mouvement, c'est primordial là-dessus, quoi. Ok. Et je reviens parce que là tu dis corriger le mouvement sur la partie prévention. Est-ce qu'il y a un travail aussi pour le patient, si on vient voir un kiné une fois par an, par exemple, justement de correction? Est-ce que c'est bien de voir ça avec aussi par exemple, pour réhabituer sa course? Parce que, par exemple, on va Avec un voir un kiné, posturo, voilà, un ouais, posturo. ouais, moi je travaille beaucoup avec un posturologue sur Marseille sur la course. Ça se fait énormément maintenant, ouais. C'est avec les semelles, bon, c'est pas systématique, mais souvent. Et moi, je conseille pas des semelles pour la vie de tous les jours, à part quand il y a quelque chose qui va pas de particulier, mais des semelles pour le sport. J'ai plein d'athlètes qui ne mettent que pour le sport. Mais D'accord. par contre, dans la vie de tous les jours, ils ne les mettent pas. Et ça, c'est vrai que ça dépend. Et après, là, le travail de posture et le travail du podologue est assez important. Parce qu'on peut Ok. pas tout savoir, et souvent, moi, je me fie un petit peu à eux qui ont vraiment de l'expérience là-dessus. C'est assez important, ouais. Mais il y a des corrections possibles et Mais du il y a coup, des corrections possibles. ouais, Et nous, il y a aussi des corrections dans le geste, quoi. ouais. Nous, en tant que kiné pour des sportifs de haut niveau, ce qui est hyper important, c'est le geste aussi, hein. Parce que le coach va souvent apporter la correction technique pour que le geste soit bien réalisé, qu'il soit efficace pour aller dans la performance. Mais après, il faut aussi voir le geste avec la partie physiologique du corps pour qu'il se fasse la plupart des gestes de sport sont des gestes qui sont pas trop naturels, hein. Sur plein de sports, il y a des gestes qui sont pas très naturels, répétitifs. On le voit pas, mais sur le ski de boss, le travail du bâton et le travail du poignet, c'est hyper traumatisant. C'est des pathos, on pense tout de suite au genou. Maintenant, le travail sur la chaîne du pouce et de poignet, c'est énorme. Tous les chocs qu'ils prennent sur chaque boss. Il y a plein de petits mouvements comme ça où on peut arriver à faire des corrections ou des micro-corrections. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on a fait sur l'Olympique dont on parlait tout à l'heure en off au départ, c'est que justement, on apporte un suivi à domicile. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'athlète, donc là, c'est les danseurs et les danseuses du ballet, quand on les corrige, on va par exemple les filmer, on va leur mettre dans leur dossier, et ils vont avoir les corrections disponibles sur leur smartphone ou n'importe où tout le temps. Et le but, c'est qu'ils aient toujours la correction en tête, pas seulement quand on est avec eux. On s'aperçoit que quelqu'un en cabinet ou un sportif, quand on lui explique le mouvement, s'il l'a pas refait des centaines de fois, il y aura toujours un moment où il va le faire mal. Alors là, justement, on essaye de lui donner un support en se disant, pendant tes entraînements, si tu as un doute, tu regardes,
Et on peut même se faire une petite visio, et en visio, tu montres le mouvement, tu montres ce qui va pas et on corrige. Ça, c'est un peu le but de l'appli dont on parlait tout à l'heure Ouais. aussi. Et l'idée, c'est de le faire avec cette appli, de le faire avec tous les sportifs, comme on le disait, et que chacun puisse, en fait, comme tu dis, plus avoir parce qu'il a besoin de ses rendez-vous avec son kiné, mais qu'à la maison, eh ben, il puisse suivre aussi. Ouais, il puisse avoir un vrai suivi en dehors de ses rendez-vous. Ouais, ok. Mais ça serait, moi, je te le redis encore, mais je trouve ça intéressant de l'avoir même pour les amateurs, parce qu'il y a plein d'amateurs qui font du sport, même pas à haut niveau, mais qui pratiquent le sport à outrance. Ah on oui, va moi, dire. la plupart de mes patients en cabinet, maintenant, en fait, ils créent leur dossier, et quand je suis en cabinet, bon, bah, si j'ai un exercice à leur donner, on le filme, par exemple. Souvent, ils aiment bien, on filme, ça prend 2 secondes. Et du coup, ils le mettent dans leur bibliothèque, dans leur application perso, personne ne peut les voir, hein, c'est à eux. Et ils s'en servent après. Ouais, c'est top. Et ça, c'est assez pratique. Ouais, complètement. Dans ta carrière, où tu as accompagné beaucoup d'athlètes de haut niveau, j'imagine que tu as participé au retour à la compétition de sportifs d'importantes blessures. Est-ce qu'il y a un retour à la compétition dont tu es particulièrement fier? Est-ce qu'il y a il y a un retour à la compétition d'une sportive ou d'un sportif dont tu te souviens, où tu es fier? Est-ce que tu peux me raconter un Bon, on n'est épisode? jamais le seul accompagnant, hein, Ouais, c'est-à-dire c'est j'imagine. toujours un travail entre le médecin, ouais, c'est vrai que dans les blessures, importantes, il y a un bosseur, Guy Bocolas, qui a été champion du monde, qui s'était fracturé une vertèbre, qui a quand même pu reskier après, qui a quand même pu refaire des compétitions de haut niveau après. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail avec lui. En plus, moi, c'était la période où j'étais très très présent sur la Fédé. Donc là, oui, on a eu peur qu'il ait des séquelles, il n'en a pas eu, et ça c'est oui, mais c'est un travail d'équipe, c'est un travail avec le médecin, avec toutes les personnes qui l'entourent, en disant maintenant tu vas mettre le corset, tu vas faire attention, et il enlevait le corset pour s'entraîner, remettait le corset, enfin ça a été un boulot, un boulot de long terme, et tu dis bah là ça a marché. Bon après c'était un sportif, c'était un vrai sportif de haut niveau, il laissait rien au hasard. Et ça, oui, c'est des retours où tu dis, bon, bah, c'est bien, quoi. On est arrivé à faire un bon boulot. Et en tant qu'ostéopathe, c'est vrai que tu es content du travail que tu as pu faire, quoi. Parce qu'il y avait la partie kiné et la partie ostéo. Où là, tu travailles vraiment sur la mobilité articulaire. Parce que c'est vrai que la partie kiné, normalement, tu travailles moins sur la partie articulaire. Mobilité articulaire, tu mobilises moins. Donc, ouais, ça c'est vrai que dans le ski, hein, dans ce que je connais le mieux, c'est vrai que ça, c'était une belle expérience, quoi. Parce qu'on pensait que quand tu as une vertèbre fracturée, tu te dis bon, est-ce que ça va recourir ou Ouais, pas? C'est complètement. compliqué à savoir, quoi. Ouais, pas une belle victoire de compétition, mais une belle victoire de, de Et après, sportif. c'est vrai que sur les gros traumatismes, on les suit pas tout le temps non plus. Hmm. C'est-à-dire que par exemple, sur les genoux, ils vont finir dans un centre de rééducation pendant quelques temps. On les revoit quand ils reviennent à l'entraînement. Donc le gros du travail est fait. Nous, on est là après pour faire en sorte d'améliorer le maximum. Et que ça revienne pas. Et que ça revienne pas surtout. Puis de combler un peu tous les petits problèmes qui vont apparaître avec une opération du genou, ou avec d'autres traumatismes. Merci pour ce partage. Enfin, j'ai une dernière question, c'est comment, si tu avais des conseils particuliers ou en général, comment faire du sport, et c'est hyper général ce que je vais te dire, mais préserver son corps. En gros, tu vois, il y a toujours cette question qu'on se pose, faire du sport à outrance, on allait trop loin. Moi, je sais que je suis un excessif, donc je vais faire du sport énormément. Si j'ai envie de beaucoup courir, je vais courir 2, 3, 4 fois par semaine, et au bout d'un moment, je commence à avoir mal aux genoux, tout ça. Alors peut-être que je me dis, je le fais pas bien. Mais tu vois, comment préserver son corps, comment le mieux appréhender, alors pour un sportif amateur ou un sportif de haut niveau aussi, comment le mieux appréhender son corps, comment savoir... est-ce qu'il faut savoir juste l'écouter et lui dire stop quand il faut stop? Est-ce qu'il faut savoir le pousser? Ouais, comment préserver son corps? Est-ce que tu aurais des conseils en général à Moi, je pense que donner sur c'est ça? le truc important, c'est de varier. C'est-à-dire que quand on n'est pas sur un sport et qu'on n'est pas obligé de faire que ce sport-là, c'est d'essayer de varier. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la course à pied, je leur conseille de limiter les sorties et de trouver autre chose.
Donc peut-être d'aller rouler une fois de plus, quelqu'un qui fait que de la course à pied, de lui dire peut-être aller nager, de faire un peu de vélo, de varier, de varier les sports. C'est vrai que si on n'est pas astreint à faire un geste répétitif, parce que on est en équipe de France ou on est tennisman de haut niveau et qu'on n'a pas le choix, ce geste-là, il va falloir le refaire tous les jours. Il faut varier les sports. Et la course à pied, le souci, c'est que c'est facile, tout le monde s'y met en ce moment, ça fait quelques années que tout le monde court, et résultat, c'est hyper répétitif, c'est hyper traumatisant la course à pied, et il faut varier les entraînements. Il faut se dire, je vais faire une sortie vélo et pas faire une sortie course. Je vais faire une sortie ou aller nager et pas faire une sortie course. Et donc je pense que quand on est amateur, il faut essayer de varier, et ce qui manque un petit peu aux amateurs, c'est la partie que nous, on essaie d'apporter énormément en cabinet, c'est la partie étirement. Là, c'est très très important. Le temps, plus on avance dans l'âge, plus le temps de plaisir entraînement va être diminué et plus le temps de souffrance étirement va être allongé. Jusqu'à ce que ça devienne un plaisir, mais en général, l'étirement, c'est rarement un plaisir. Mais toute cette partie-là de stretching, c'est la clé pour pas se blesser déjà. Pour pas, à part le traumatisme violent où on se casse quelque chose, mais le traumatisme de tissu, c'est-à-dire les tendinites, les inflammations d'aponévrose, les déchirures musculaires, la clé c'est le stretch. C'est ce qui permet d'avoir une des meilleures préventions là-dessus. Enfin, moi j'en suis persuadé. Et le mouvement est varié, il faut varier les mouvements, quoi. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a des disciplines comme le yoga qui prennent un essor énorme, parce que c'est finalement un peu de stretch. C'est beaucoup de stretch. Le pilate, le pilate, nous sur la danse classique, le pilate c'est hyper complet le pilate. Et moi c'est vrai que souvent sur le ballet j'ai été déjà un peu en conflit avec un petit peu le système des profs du ballet qui leur interdisent par exemple de faire tous les sports à côté. Alors, je dis mais bon, du coup ils font que danser comme en gym souvent. Et mais bon, il y a un risque de blessure, on va pas leur autoriser à aller se faire quelques jours de ski. Et le problème c'est qu'elles font plus que ça, quoi. Et c'est traumatisant aussi. Puis après ça aère pas la tête non plus. Donc oui, il faut arriver à calculer le risque entre vous allez sortir un petit peu de vos sports classiques. Moi je leur dis peut-être que pendant les périodes de vacances, au lieu de vous refaire un stage de danse, vous pourrez peut-être faire un autre truc. Alors, si vous voulez pas faire du violent, allez faire un stage de pilates, allez faire quelque chose, mais essayez de changer un petit peu. Plutôt que la redondance tout le temps des mêmes mouvements. Et ça, c'est ce qui est traumatisant. Hein. Et puis même du coup tu le conseilles chez les sportifs de haut niveau, même si parce que moi j'ai vu beaucoup, et comme je te disais mon père qui était sportif de haut niveau, on lui interdisait justement de faire du plein de ski choses pour pas se blesser. Voilà, pour pas se blesser, mais en fait finalement c'est hyper important. Et ça dans le freestyle on le voit, hein, sur la partie ski ils ont tous des plaisirs ailleurs. En général ils aiment le surf, ils ont d'autres plaisirs de sport, quoi. Bon, on les voit pendant la préparation d'été, on les voit aussi sauter des rampes justement ski nautique. Voilà. Et nous c'est vrai que alors non, on a arrêté, c'est dommage parce que c'était vraiment un vrai plaisir pendant pratiquement les 10 premières années, 5-6 premières années à la Fédé. On allait faire un stage avec Fabien Bertrand à Montalivet où on était le mois de mai, on passait 2 semaines là-bas et c'était préparation physique, soin le matin, surf l'après-midi. Sympa. Et là c'était on était tous ensemble, on se faisait à bouffer et on était dans une sorte de truc que nous prêtait la mairie. C'était un peu old school. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y avait ce plaisir-là de pas être juste focus sur un truc, quoi. Avoir plusieurs activités, c'est quand même assez intéressant. C'est un super conseil, et en plus c'est plaisant parce que finalement on pratique plein d'activités, donc c'est assez plaisant comme conseil. Et après oui, il y a toujours le risque, il faut savoir quelle activité faire, quoi. C'est vrai qu'un sportif de haut niveau qui se fout une saison en l'air parce qu'il allait se faire plaisir sur une autre activité à côté, c'est toujours difficile à vivre, hein. Donc il faut toujours arriver à jongler un petit peu avec ça, quoi. Mais pas en faire des sportifs frustrés, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a rien de pire. Et puis dans la tête, comme tu dis, au bout d'un moment, après, il y a aussi ce côté-là psychologique qui rentre en compte. Et puis si on fait qu'un sport tout le temps, peut-être qu'au bout d'un moment, on va en avoir marre et puis être frustré. Ouais. Écoute, Paul-Emmanuel, merci beaucoup pour cet échange. C'était un plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. Alors je me répète, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, donc c'est @lcds comme la clé du succès .podcast.sport et mon compte perso @bronchard Mikhailov.
Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify, plein de choses qui peuvent m'aider et me supporter dans cette aventure du podcast. Enfin, je remercie Salomé Puig et Félix Fatalo qui m'aident pas mal sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté de partout. Allez, salut!